Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Quelques repères historiques sur une notion qui ne cesse d'évoluer. Evelyne de Ray. Origine de l'intérêt pour la notion. Le contexte dans lequel cet intérêt s'enracine, les avatars de la notion. Les compétences sociales et relationnelles, CSR, ne se désignaient pas comme telles il y a quelques décennies. On parlait plutôt de compétences transversales. L'intérêt pour la notion de compétence transversale n'est lui-même pas nouveau. Dès les années 1980, des travaux relatifs aux jeunes en situation d'échec scolaire s'intéressaient aux capacités transversales dans les compétences, Schwartz et la pédagogie de la réussite. Ils s'inscrivaient eux-mêmes dans des travaux canadiens sur les compétences génériques, qui répondaient à des problématiques de réinsertion sociale et professionnelle. Parallèlement émergeait dans les mêmes années 1980, dans le champ des ressources humaines, un intérêt semblable pour la notion de compétence. Aussi est-il difficile de parler des compétences transversales et de CSR sans parler d'abord des compétences, et sans les situer les unes par rapport aux autres. Pour toutes ces notions, l'intérêt correspond à un besoin de traiter de nouvelles problématiques sociales, professionnelles mais aussi de nouveaux modes d'organisation du travail pour lesquels le taylorisme ne s'avère plus pertinent. Compétitivité, adaptation, réactivité, invention de solutions, orientation client, etc. L'émergence de la notion de compétence est à la fois le produit de besoins de gestion, et aussi de questions sur les manques et limites des autres approches d'analyse. Par ailleurs, il faut aussi noter que la notion de compétence émerge dans des champs disciplinaires divers. La psychologie, la sociologie, les neurosciences, cognitivisme, système expert, où se cherchent et s'actualisent des recherches sur le cerveau, le fonctionnement cognitif des sujets en situation d'apprentissage, de travail, analyse-fonction, emploi, métier. Elle se situe donc à la croisée de différentes disciplines des sciences sociales dont les recherches vont successivement irriguer et orienter les travaux sur les compétences et leur transversalité, et en particulier tous ceux relatifs aux dimensions cognitives transverses des compétences. Un premier détour par la notion de compétence. L'intérêt pour la notion de compétence s'inscrit entre 1980 et 1990 dans un contexte marqué par trois facteurs clés. 1. L'essor massif de nouvelles technologies de l'information et de la communication. 2. Des exigences de compétitivité exacerbées. 3. Les turbulences et l'imprévisibilité de l'environnement. Les conséquences en ont été les suivantes. Le renforcement des composantes mentales du travail. Les activités professionnelles nécessitent de plus en plus le développement de capacités intellectuelles d'abstraction pour comprendre et gérer des procédures de codification, de mémorisation, d'exploitation des données. Le renforcement des composantes sociales du travail. On observe une plus grande variété de configurations possibles des relations. Selon les choix organisationnels, une même activité peut se dérouler avec un minimum d'interaction ou au contraire au cœur d'un réseau d'échanges. Un changement de positionnement de l'individu dans les situations de travail. Il a à se situer pour agir non plus sur son seul poste de travail mais dans un processus informatisé complexe et dans un collectif de travail, ce qui implique un élargissement de ses domaines d'intervention. Des modifications des organisations du travail, qui dans une recherche permanente et systématisée d'adaptation, se déstabilisent et deviennent plus aléatoires. Des rationalisations des coûts de formation et de mise à niveau des compétences qui font évoluer les dispositifs de formation vers des cursus plus courts, plus individualisés, en flux tendu, bref moins coûteux. Les évolutions qui en ont découlé ont fait naître des exigences nouvelles en matière de qualification, qui sont caractérisées par l'émergence de besoins accrus en adaptabilité, flexibilité des ressources humaines. En lien avec le point précédent, le développement de capacités d'intervention sur le processus de travail pour réguler, solutionner, anticiper. L'inscription des activités dans un collectif de travail, et l'articulation des conduites individuelles et collectives. Un glissement de perspective s'est alors opéré sur 4 facteurs nouveaux qui préparent et accompagnent la notion de compétence transversale. Une centration sur les individus aussi et non plus seulement sur les structures.
Un déplacement d'intérêt vers les savoirs réels mobilisés en situation, et non plus sur le travail prescrit, ce qui permet de tenir compte du décalage entre tâches, postes, savoir et savoir-faire réellement utilisés et mobilité potentielle. Au-delà des comportements observables, l'intérêt se déplace sur ce qui sous-tend le comportement et le dirige, et tout spécialement sur les activités intellectuelles que le sujet développe en situation. Une investigation des savoirs, savoir-faire, savoir-être méconnus mais acquis par un individu au cours de sa vie, et non plus sur les seuls savoirs, savoir-faire connus, référencés dans les référentiels de l'emploi des métiers. Une focalisation sur les capacités d'adaptation à des situations de travail sans cesse renouvelées, les capacités d'évolution des sujets et de transfert de leurs compétences. Les glissements qui s'opèrent là témoignent d'une redéfinition des facteurs valorisés à travers les compétences. Et cette centration, sur les individus, leurs acquis, leurs savoirs réels mobilisés en situation et les capacités générales nécessaires à la résolution de problèmes, définit le paradigme d'une nouvelle problématique qui sera celle de la gestion des compétences au sein de la gestion des ressources humaines. Ce qui fait l'actualité de la notion de compétences transversales depuis 1980. Des compétences génériques au CSR. Dans ce vaste panorama, la notion de compétences transversales se développe conjointement et devient peu à peu un objet d'intérêt dans le champ de la réflexion et des pratiques sur les compétences jusqu'à ce jour. Un passage en revue des formulations et des enjeux qui ont évolué des années 1980 à 2004, permettra de mettre en évidence ce qui se cherche à travers elles. 1. L'émergence et le développement de la notion de compétences transversales dès les années 1980, en France, dans le cadre d'une problématique d'exclusion, d'insertion et de réinsertion. La notion voit le jour d'abord à propos des jeunes en situation d'échec scolaire et de leur insertion sociale et professionnelle, puis ensuite, à propos des bas niveaux de qualification professionnelle touchés par les évolutions de leurs univers de travail. Le système éducatif laissait alors sortir chaque année quelques 100 000 à 150 000 jeunes sans aucune formation qualifiante et par voie de conséquence en difficulté d'insertion professionnelle et sociale. Or ces jeunes, en difficulté devant une règle de 3, savaient fort bien dépanner une moto, monter une chaîne IFI. Ils n'avaient peut-être pas les savoirs et savoir-faire académiques, mais ils en avaient d'autres qui leur permettaient de se débrouiller dans la vie, et qui pouvaient être repérés, nommés et articulés avec les savoirs académiques. C'est le travail entrepris par Bertrand Schwartz et qu'il a formalisé dans ses travaux sur la pédagogie de la réussite. Il s'agissait de repérer dans des situations de la vie courante, sociale ou professionnelle, les savoirs, savoir-faire et capacités clés mobilisées, créés par les jeunes en situation d'échec. L'hypothèse était que l'identification, la nomination et de fait la conscientisation des savoirs, savoir-faire et capacités clés permettrait leur réutilisation et donc leur transfert, de restaurer une confiance dans leur capacité à apprendre, à évoluer. Un premier travail d'identification, de listage, de définition des capacités clés ou transférables a alors été entrepris et repris dans le cadre des missions Nouvelles Qualifications. Il faut ici rappeler que les travaux sur les capacités clés s'inspiraient des travaux développés au Québec sur les compétences génériques. Sous la pression de groupes féministes représentant des femmes qui voulaient se réinsérer sur le marché du travail, des travaux sur les compétences génériques ont été entrepris. Il s'agissait d'identifier des compétences dites génériques, encore appelées aptitudes de base qui n'étaient ni saisies, ni mesurées par les moyens habituels, tests, contrôles, examens, mais étaient transférables d'une situation de vie, famille, foyer, loisirs, travail, à une situation de formation ou de travail et sur laquelle grâce à l'identification des compétences génériques un travail de diagnostic-pronostic pouvait être effectué. Le travail sur les habiletés transférables et le portfolio de compétences ont permis l'élaboration d'un outil qui amenait le sujet à définir et à formaliser ses compétences sur une échelle d'appréciation des habiletés transférables. Certes, les Américains avaient eux-mêmes dès 1945 réfléchi et travaillé à la réinsertion des militaires à la fin de la guerre en vue d'une nouvelle insertion professionnelle ou d'une formation. Le Conseil américain pour l'éducation avait fait des recommandations pour l'élaboration de procédures d'évaluation des acquis extrascolaires transversaux.
En 1960, la montée du féminisme et l'arrivée sur le marché du travail des femmes en reprise d'emploi renforcent la préoccupation d'identification des transversalités possibles pour un sujet en recherche d'emploi ou de reprise de formation. Il en est résulté des listes de compétences génériques, mais qui présentaient pour les travaux français deux inconvénients majeurs. Elles étaient trop génériques, et de ce fait trop décontextualisées. Elles étaient figées pour des contextes culturels différents, mouvants, et surtout fortement évolutifs. Des travaux européens ont relayé ces courants de réflexion. Les capacités clés transversales, Symposium OCDE de novembre 1988. Les 15 soft skills concernant le travailleur du futur, Eurotechnet septembre 1989. Entre 1980 et 1985, les capacités transversales sont abordées dans un souci de mettre en avant une approche nouvelle de la compétence. On évoque la maîtrise d'un ensemble de savoirs et savoir-faire assortis d'une capacité de mobiliser, d'organiser ceux-ci entre eux pour agir en situation. La problématique générale d'alors est celle de l'exclusion, de l'insertion des jeunes et de la lutte contre les risques de désinsertion de travailleurs déqualifiés. 2. Entre 1985 et 1990, une relation qui devient difficile entre le niveau de qualification d'un emploi et les compétences qu'il exige. Nous avons déjà noté les modifications considérables des processus de travail et les exigences nouvelles qui en résultent en matière de qualification. Ressurgit alors l'intérêt pour les savoirs, savoir-faire, savoir-être méconnus mais acquis par un individu au cours de sa vie, et pour les capacités d'évolution des sujets en situation. Certes, dans cette période, c'est la dimension cognitive des compétences qui fait l'objet d'attention. Mais cette attention répond aux besoins des entreprises en matière de compétences d'une autre nature, non technique, portées par le sujet, d'ordre plus personnel, relationnel, cognitif, déterminées non plus par l'organisation du travail mais par la capacité du sujet à agir en situation aléatoire. On peut d'ailleurs noter que les travaux sur les compétences transversales ont successivement privilégié les dimensions techniques, puis relationnelles et enfin cognitives des compétences. 3. À partir de 1990, dans le cadre d'exigences nouvelles en matière de mobilité et de gestion de cette mobilité, la gestion des carrières, disons plutôt de la mobilité, devient un exercice difficile. La responsabilité en est d'ailleurs déléguée progressivement à l'individu contraint de maintenir son employabilité. Les systèmes employeurs se focalisent sur le développement de compétences transverses liées aux besoins des marchés, dans un contexte de réduction des coûts de production de la compétence et de réactivité et rapidité de la réponse. Elle se formule de façon partielle, comme une partie de la compétence, et renvoie à des problématiques de gestion qui visent à mettre à disposition des compétences issues des exigences des procès de travail tels que la relation de service interne et externe, la gestion de projet, le management, le leadership, la coopération dans le travail. 4. En 2005, on peut dire qu'on ne trouve pas vraiment de définition stabilisée. On trouve actuellement sous le terme compétences transversales un doux mélange de traits de personnalité, d'aptitude, d'adhésion à des valeurs. Certes, elles renvoient toutes à la mise en œuvre intégrée d'aptitudes, de traits de personnalité, de connaissances pour mener à bien son action, mais elles vont se définir différemment selon qu'elles s'appuient pour se formuler sur des compétences métiers en lien avec des dimensions techniques, des compétences transverses au métier, des compétences transverses à des mondes sociaux, un mode d'être, autonomie et responsabilité, les dimensions d'un autre ordre. Elles seront formulées très différemment selon que l'on se situe dans les champs du groupe, adhésion aux valeurs, capacité de lien, de l'individu, socialisation, adaptation potentielle, de l'entreprise, professionnalisation, qualification. Elles vont aussi se formuler différemment selon que l'objectif visé est celui de l'individu, du gestionnaire, du développeur, du formateur et leur contenu variera alors. Mais en 2005, les compétences clés sont de nouveau sur le devant de la scène européenne. Dans une communication approuvée le 10 novembre 2005 à Bruxelles, la Commission européenne a approuvé une proposition visant à établir un cadre européen des compétences clés, outil de référence pratique destiné à soutenir les efforts des États membres.
La proposition de recommandation du Parlement et du Conseil sur les compétences clés définit les aptitudes, connaissances et attitudes jugées essentielles que tout Européen devrait avoir pour réussir dans une société et une économie fondée sur la connaissance. 8 compétences clés sont retenues. 1. Communication dans la langue maternelle. 2. Communication dans une langue étrangère. 3. Culture mathématique et compétences de base en sciences et technologies. 4. Culture numérique. 5. Apprendre à apprendre. 6. Compétences interpersonnelles, interculturelles et compétences sociales et civiques. 7. Esprit d'entreprise. 8. Sensibilité culturelle. La définition proposée est la suivante. Les compétences clés constituent un ensemble transposable et multifonctionnel de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes nécessaires à tout individu pour son épanouissement et développement personnel, son intégration sociale et sa vie professionnelle. Elles devraient être acquises au terme de la période obligatoire d'enseignement ou de formation et servir de base à une poursuite de l'apprentissage dans le cadre de l'éducation et de la formation tout au long de la vie. La Commission a abouti à la conclusion que les États membres doivent accélérer le rythme des réformes de leur système d'éducation et de formation, faute de quoi une forte proportion de la prochaine génération sera confrontée à l'exclusion sociale. Il y a urgence. En dépit des efforts importants déployés par tous les États membres, trop peu de progrès ont été accomplis par rapport au niveau de référence, benchmarks européens fixés pour l'amélioration des qualifications et des compétences des jeunes. Les conséquences en seront graves pour tous les citoyens, en particulier les groupes défavorisés et les quelques 80 millions de travailleurs peu qualifiés en Europe, ainsi que pour l'économie tout entière en matière de compétitivité et de création d'emplois. Les compétences clés s'appuient sur des qualifications de base et comportent des éléments horizontaux tels que la réflexion critique, la créativité, la dimension européenne et la citoyenneté active. Elles contribuent à l'épanouissement personnel, favorisent la participation active, améliorent la capacité d'insertion professionnelle. En guise de conclusion, on peut retenir de ce balayage historique 4 points. 1. Les compétences transversales ont été abordées de 2 manières principales. A. Des capacités transverses aux conduites de l'action, quel que soit le champ de l'activité professionnelle, personnelle, sociale. Ce sont alors des compétences génériques ou capacités transversales dans les compétences. Mais la limite rencontrée alors est l'absence de contextualisation. B. Des compétences transverses à plusieurs domaines d'activité qui vont privilégier un domaine particulier et permettre le regroupement des compétences transverses dans des domaines qui peuvent être techniques, relationnels ou cognitifs ou même contextuels. 2. La notion de compétence transversale émerge et se développe en lien avec les exigences d'une société, 1980, puis d'organisation et des problématiques de gestion que ces organisations rencontrent. Elle s'inscrit tout comme les compétences dans des problématiques de gestion. 3. Il semble qu'elle relève de 4 niveaux. Social, identifier des valeurs, identifier des systèmes et pouvoir y fonctionner. Relationnel, capacité de créer, développer, maintenir du lien. Cognitif, en référence au type de résolution et mode de résolution de problèmes. Professionnel, en référence au métier technique. 4. Elles ont à voir surtout avec la capacité à s'intégrer, ou pour le dire autrement avec la capacité de socialisation. Bibliographie. Ouvrage. Aubrin S. et OROFIAMMAR, Les compétences de troisième dimension, Ouverture professionnelle, CNAM, Paris 1990. Barbier J.M., Savoir théorique et savoir d'action, 1996. Bélier S., Le savoir-être dans l'entreprise, Vuibert, 1998. Bélier S., Compétences en action, expérimentation, implication, réflexion pratique, édition Liaison 2000. Gadret J. Sarifian P., L'émergence d'un modèle du service, enjeux et réalité, édition Liaison, 2002. Le Boterf G. Construire les compétences individuelles et collectives, Paris, édition d'organisation 2001. Le Boterf G. Ingénierie et évaluation des compétences, édition d'organisation, 2002.
LEVYLEBOYERC, La gestion des compétences, Paris, édition d'organisation, 1996. REB, Les compétences transversales en question, Paris, édition sociale française, 1996. Ropef et Tanguiel, Savoir et compétences, Paris, l'Harmattan, 1994. Chaundé pour une nouvelle épistémologie de l'action in. Barbier J.M., Savoir théorique et savoir d'action, 1996. Zarifiampé, Le modèle de la compétence, édition Liaison 2001. Article. Combe MC, La compétence relationnelle, une question d'organisation, travail et emploi, numéro 92, octobre, page 5 à 18. 2002. Duguay, Métier qualification, compétences, définition et enjeux, Cahier du travail social, Paris, 32, page 5 à 10, 1996. Annexe 1. Les travaux sur les compétences clés. 1.1. Les compétences génériques sont issues de travaux développés au Québec sur les compétences génériques, sous la pression de groupes féministes représentant des femmes qui voulaient se réinsérer sur le marché du travail. Il s'agissait d'identifier des compétences dites génériques, encore appelées aptitudes de base qui n'étaient ni saisies, ni mesurées par les moyens habituels, tests, contrôles, examens, mais étaient transférables d'une situation de vie, famille, foyer, loisirs, travail, à une situation de formation ou de travail et sur laquelle grâce à l'identification des compétences génériques un travail de diagnostic-pronostic pouvait être effectué. Le travail sur les habiletés transférables et le portfolio de compétences ont permis l'élaboration d'un outil qui permettait au sujet de définir et de formaliser ses compétences sur une échelle d'appréciation des habiletés transférables. Il en est résulté des listes de compétences génériques, et 11 compétences génériques ont été retenues finalement. 1. Initiative. 2. Persévérance. 3. Créativité. 4. Planification. 5. Analyse critique. 6. Contrôle de soi émotif. 7. Leadership commandement. 8. Influence. 9. Confiance en soi. 10. Perception et interprétation dans les relations interpersonnelles. 11. Préoccupation et sollicitude. I2 Les capacités clés transversales, Symposium OCDE de novembre 1988. Elles sont organisées en 7 groupes. Efficacité d'organisation et de leadership. Capacité de négociation, communication, travail en équipe. Estime de soi, capacité de gagneur. Pensée créatrice, capacité de résolution de problèmes. Communication orale et écrite. Lire, écrire, calculer. Savoir apprendre. I3 Les 15 soft skills concernant le travailleur du futur, Eurotechnet septembre 1989. Flexibilité. Adaptabilité. Capacité à apprendre. Capacité à poser des questions. Autonomie. Responsabilité. Créativité. Initiative. Ouverture aux nouvelles idées. Capacité de travail en équipe. Capacité à communiquer. Capacité d'analyse. Leadership. Motivation. Ouverture d'esprit aux influences internes et externes. 1.4 Les 8 compétences clés. Commission de Bruxelles novembre 2005. Voir note 4 du présent article. Compétences sociales et relationnelles et contexte professionnel. Sandra Anlard-Bélier. Le thème des compétences sociales et relationnelles continue de prendre une place majeure dans les entreprises et les organismes de formation. Ces savoir-être sont de plus en plus fréquemment au cœur de l'évaluation et du jugement porté sur les individus, en particulier les cadres et les managers. C'est donc dire que la gestion des ressources humaines dans ces processus de décision utilise ces notions, et en fait même un objet technique, objet qui relève dans la plupart des cas de la psychologie. En effet, même si quelques travaux en sociologie ou en psychosociologie se sont penchés sur le sujet, les CSR restent globalement associés à ce qui concerne la personne dans sa part la plus intime. Elles renvoient à la personnalité de chacun, à ce qu'il est et à des aspects qui le définissent en profondeur.
C'est sur cette base que l'on peut d'ailleurs donner tant d'importance à l'évaluation des CSR. Puisqu'il est possible de décrire la personnalité, il est possible d'identifier les éléments stables et pérennes qui définissent chacun d'entre nous. Il est donc légitime de prendre les décisions qui s'ensuivent. Le propos de cet article consiste à prendre le contre-pied de cette approche très psychologisante et à considérer que les CSR sont aussi le produit de l'organisation. Nous nous comportons finalement comme l'entreprise attend que nous le fassions avec, certes, quelques adaptations personnelles, quelques mises en musique et interprétation d'une partition que l'entreprise écrit en permanence. Fondamentalement, les CSR telles qu'elles sont énoncées, transmises, racontées dans le quotidien de l'entreprise, ne seraient-elles pas d'abord des ressources fabriquées par le contexte professionnel ? Cette question peut paraître choquante ou outrée tant ces dimensions personnologiques ont été étudiées comme la marque du sujet, comme ce qu'il y a de plus distinct de l'organisation, tant nous sommes intuitivement tous attachés au concept de personnalité. Nous situerons donc notre réflexion dans le cadre de la psychosociologie, et à la suite des travaux sur les théories implicites de la personnalité ou de ceux de Michels. L'hypothèse essentielle que nous voudrions présenter concerne l'idée que la personnalité est d'abord un construit social qui répond à des besoins de catégorisation et de maîtrise de la complexité, en particulier humaine. Pour ce faire, nous utilisons des systèmes d'étiquettes qui nous permettent à la fois de simplifier la perception que nous avons des autres, mais aussi d'en induire l'ensemble des comportements qui vont avec les principaux traits. Un tel est sociable donc je m'attends à ce qu'il soit un bon commercial, un tel est timide, donc je pense qu'il est fait pour les chiffres, l'administration. Comment est-ce que je sais qu'il est sociable ou timide ? Parce que ça se voit au premier coup d'œil. On notera au passage de ce petit exemple que la question des CSR est indissociable de celle du jugement posé sur autrui. Et cette question de la fabrication des jugements est en fait le pont qui nous relie au thème de cet article, le rôle du contexte dans la production des CSR. En effet, nous partirons de l'idée que le jugement sur autrui en entreprise n'est pas seulement un jugement en soi, mais aussi un jugement pour décision. Évaluer les CSR d'un individu n'est pas un pur exercice intellectuel ou affectif dans les organisations. Il s'agit aussi de dire quelle est la place actuelle et future que l'on donnera à celui qui est la cible de tous ces jugements. Il s'agit bien de gestion au sens où l'on détermine par ces jugements informels et ces évaluations formelles les décisions qui affecteront les salariés. Dès lors, la question de la réalité de ces compétences comme quelque chose qui appartient à l'individu, ou quelque chose dont l'organisation est en partie responsable, est loin d'être négligeable. Cela change, en particulier, la question de la responsabilité individuelle dans la performance mais du même coup celle de la responsabilité managériale dans la construction des contextes. Nous voudrions donc ici, sans nier l'histoire particulière de chacun, mieux comprendre comment et pourquoi certaines CSR se développent dans des contextes donnés. Enfin, nous voudrions en même temps avancer sur la question de l'homogénéité des CSR attendues par les organisations aujourd'hui. Au-delà des différences, peut-on identifier quelques éléments qui seraient constitutifs de la relation individu-organisation telle qu'elle se développe actuellement ? Les CSR seraient développés en lien avec les exigences d'une organisation. 1. Poser ce point de vue revient à considérer que les CSR ne sont pas vus comme des composantes ou des ressources strictement individuelles, mais au contraire qu'elles sont produites ou tout au moins coproduites par l'organisation en fonction de ses besoins. 2. La subtilité de ces compétences particulières tient au fait que ce processus de coproduction est quasiment impossible à percevoir par l'individu compte tenu de la très forte adhésion qui existe à l'idée de personnalité. En d'autres termes, nous sommes sur un champ de compétences qu'il est impossible d'objectiver complètement, et qui renvoie sans cesse à ce que nous sommes au fond de nous. 3. Or, dire ce que nous sommes, c'est toujours introduire une notion de jugement, d'évaluation. Aucune description psychologique des compétences n'est neutre, aucune n'est objective. À la différence de la description d'un objet, les CSR relèvent toujours d'un jugement ou d'une auto-évaluation. Cette première caractéristique rend la distance à la CSR beaucoup plus complexe. Puisqu'il s'agit de nous et de nous dans ce qu'il y a d'intime et de particulier, alors comment imaginer une coproduction ?
Notre conviction profonde, notre ressenti permanent sont bien opposés à cette idée. Nous existons en dehors de notre travail et notre personnalité, est justement ce qui nous distingue des autres dans la sphère professionnelle. Impossible donc d'accréditer l'idée que sur ce champ si personnel, l'organisation interviendrait et serait à l'origine des comportements personnels. 4. Cette caractéristique a des conséquences majeures sur la manière dont les CSR sont perçus par les individus et gérés par les entreprises. Ici, les attentes vis-à-vis de la personne sont bien supérieures à celles qui peuvent exister en termes de compétences techniques. Elles sont entièrement déléguées au salarié comme étant de son ressort personnel. On forme à la gestion ou aux techniques de vente, pas à la rigueur ou au sens relationnel. Là, on ne peut qu'aider, accompagner, expliquer, mais si la personne n'a pas ces qualités, alors on considère souvent dans le monde de l'entreprise qu'on ne pourra pas former. 5. Pourtant, l'hypothèse que nous aimerions développer ici concerne le poids du contexte organisationnel dans la production de ces CSR qui nous semble d'ailleurs plus relever des normes sociales de comportement que des compétences. Mais ceci est un autre débat. De quelle nature sont les CSR attendus par l'entreprise ? 1. Pour comprendre ce que sont les CSR attendus par l'organisation, notre hypothèse nous amène à partir des choix organisationnels. Ce sont les configurations organisationnelles qui expliqueraient les attentes en termes de CSR. La nature de ces CSR est donc non pas question de personnalité, mais d'adaptation à des contextes de travail. Nous préciserons plus loin ce que nous entendons derrière le terme d'adaptation. On peut citer à titre d'exemple différents types de situations contextes organisationnels qui génèrent des CSR variés. La relation de service interne et externe. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.